Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la Biélorussie et la Russie ont entamé des manœuvres militaires conjointes à grande échelle hier, justement, qui étaient terminées. Ce qui a beaucoup inquiété l'OTAN, nous allons voir dans ce débat pourquoi. Ils avaient invité des représentants des pays européens pour assister à ces manœuvres. Et ces manœuvres étaient la première de genre depuis la guerre en Ukraine. Nous allons donc développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie. La Biélorussie et la Russie ont entamé vendredi leurs exercices militaires conjoints à grande échelle Zapad 2025, annoncé le chef d'état-major général et premier vice-ministre de la Défense de la Biélorussie, Pavel Muravyko. Cet exercice stratégique est mené régulièrement et planifié pour améliorer les capacités des commandants et des officiers dans la gestion des groupements de troupes afin de mieux remplir les tâches de protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, a-t-il dit. L'exercice n'est pas dirigé contre un ou plusieurs pays en particulier, a assuré ce responsable. Comme d'habitude, Minsk a invité des représentants de nombreux pays, dont des États européens, à observer l'exercice de cette année. Véhicules blindés, hélicoptères, navires, sous-marins. Des vidéos diffusées par la Russie et la Biélorussie montrent le déploiement d'équipements militaires lourds dans le cadre du lancement de l'opération Zapad 2025. Organisée tous les 4 ans, c'est la première fois qu'ils se tiennent depuis le début de la guerre en Ukraine. Officiellement présentés comme des exercices planifiés défensifs par Moscou, ces exercices inquiètent l'OTAN et plus particulièrement la Pologne, qui a décidé de fermer sa frontière avec la Biélorussie. Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui M. Bernard Cornu, intellectuel et analyste politique, qui est avec nous depuis la France. M. Cornu, bonjour. M. Cornu, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Bien, un grand bonjour à M. Ali Khodabandeh, journaliste et analyste politique, qui est avec nous depuis Téhéran. M. Khodabandeh, bonjour. Bonjour M. Tavadjo, bonjour à votre invité M. Cornu, bonjour aux téléspectateurs de l'émission du débat et merci de votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. M. Khodabandeh, ma première question va s'adresser à vous, s'il vous plaît. Alors bien sûr, l'OTAN est extrêmement inquiet à l'égard de ces manœuvres militaires Biélorussie et bien sûr la Russie. Eh bien, c'est surtout la Pologne qui a déjà fermé sa frontière avec la Biélorussie, donc soutenue bien sûr par la France. Et pourquoi l'OTAN, d'après vous, M. Bernard Cornu, est si inquiet à l'égard de ces manœuvres? Je vous en prie. Quand il y a des manœuvres de cette importance, tous les pays voisins ou les coalitions militaires sont inquiètes. Mais tous les grands pays font des manœuvres, que ce soit les États-Unis, l'OTAN, la France, avec certains de ses alliés, la Chine, tous font des manœuvres. Donc, où ça se passe, comme les militaires vivent un peu, justifient un peu la peur pour justifier leur budget, forcément, il y a des déclarations de l'OTAN pour dire qu'ils sont un peu inquiets. Mais aussi, cela survient à quelques jours après une intrusion de drones russes en Pologne, sur sa frontière est, qu'il soit intentionnel ou pas, c'est aussi des pratiques assez habituelles de tester les réactions des pays voisins dès que des pays sont en conflit potentiel. Oui. Ali Khodabandeh, quelle est votre introduction à cet égard, je vous prie?
En effet, ces manœuvres conjointes entre la Russie et le Bélarus ne sont pas en effet chose nouvelle. Il s'agit des manœuvres, des exercices militaires de routine qui, vous avez rappelé dans l'introduction, dans le reportage, qui se déroulent tous les 4 ans, sont la première du genre depuis le début, en effet, de la guerre en Ukraine, mais ces exercices datent en effet des années 80 et 90. Et l'objectif de ces manœuvres est de renforcer la capacité opérationnelle des pays participants, en l'occurrence, bien sûr, la Russie et son voisin Bélarus, mais aussi, en effet, de tester, de renforcer la force de frappe de ces pays. Mais le timing, en effet, de l'organisation de ces exercices, justement, inquiète, a suscité la crainte des pays de l'OTAN. M. Cornu l'a rappelé avec notamment cette intrusion des drones que les pays de l'OTAN ont qualifié d'agression, mais certains, bien sûr, responsables ont même parlé d'un incident. Alors, dans ce cadre, il règne en effet un climat russophobe, un discours en effet russophobe au sein des pays de l'OTAN qui ont tenté de faire croire que la Russie se prépare à lancer en effet une invasion imminente contre les pays de l'OTAN. Donc là, il y a une obsession, sinon en effet une hystérie de la part de certains dirigeants occidentaux à l'égard de la Russie, d'où justement l'intensification de ce discours, de cette, si on peut dire, manipulation politique à l'égard de la Russie pour faire croire qu'il y aura justement alors une guerre peut-être nucléaire de la part de la Russie contre les pays de l'OTAN. Et dans ce contexte, la Russie, le président français, en effet, a fait part, a annoncé la mobilisation des chasseurs pour protéger en effet l'espace aérien de polonais, ou encore le plan oriental de l'Europe, le même son de cloche de la part d'autres dirigeants européens, y compris le chancelier allemand qui a en effet emboîté le pas à la France. Donc on a même parlé du déploiement des troupes au sol en Ukraine pour faire face à la Russie. Donc là, il y a des exercices militaires conjoints, mais du côté des pays de l'OTAN, justement, il y a ce discours anti-russe, tandis que dans le sillage du sommet en Alaska, on espérait que les pays, en effet, européens contribuent d'une manière ou d'une autre au règlement pacifique, mais là, il paraît que ces pays, justement, marchent dans la lignée d'une confrontation ouverte avec la Russie. Merci, M. Khodabandeh. Alors, M. Bernard Cornu, la confrontation qu'a évoquée M. Khodabandeh est un point très intéressant. C'est vrai que depuis des décennies, à chaque fois qu'il y a des manœuvres militaires conjointes, par la suite, plus ou moins, on est témoin d'une confrontation. Donc, ce n'est pas sans raison que la Biélorussie et la Russie ont mené des opérations et ont fait une démonstration de force pour les pays de voisins et particulièrement pour l'OTAN, qui est très inquiet à cet égard. Que pensez-vous, Geoffrey? Il faut aussi rappeler que les frontières de l'OTAN vers l'Est ont été approchées vers l'Est, donc vers la Russie, pendant plus de 30 ans, contre les promesses de l'OTAN, de certains grands pays européens, membres de l'OTAN, et aussi des Américains qui sont les plus puissants dans l'OTAN et qui le contrôlent. Donc il est normal que la Russie soit inquiétée depuis une dizaine d'années de cette approche de l'OTAN vers ses frontières, et je pense qu'il serait très important que les États-Unis et les Européens enfin le reconnaissent
que ceci était une sorte de tromperie et que cela devait logiquement inquiéter la Russie. Et ainsi, finalement, la Russie a été poussée à réagir avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant que l'Ukraine rentre éventuellement dans l'Europe, et surtout après la réforme constitutionnelle de l'Europe. Donc le problème, c'est que cette position assez logique de la Russie, non seulement en tant qu'État, et non seulement en tant que président maintenu pendant très longtemps au pouvoir, sous diverses formes, soit comprise et reconnue. Et c'est en fait cet orgueil de l'Occident qui se sait le plus fort avec les armes, le soutien américain, qui ne veut pas reconnaître certaines de ces manœuvres tout à fait, disons, non régulières et qui ont forcément augmenté la tension et amené finalement à cette provocation, peut-être regrettable, mais explicable, de la Russie d'avoir envahi la Crimée en 2014 et il y a 3 ans maintenant, bientôt, avoir envahi le Donbass, voilà, et continuer cette guerre. Je pense que tant que toutes les parties ne reconnaissent pas leurs propres fautes, leurs propres provocations, il n'y aura pas de paix. Et c'est là l'essentiel pour la paix, c'est de reconnaître les fautes, les erreurs des uns et des autres. Est-ce que vous croyez que ce sera le cas? Est-ce qu'ils vont reconnaître leurs fautes, vous croyez? Je pense que ça viendra parce que en Occident, les grandes majorités des pays ne souhaitent pas augmenter les budgets de la défense comme c'est prévu, ne souhaitent pas qu'on entretienne cette idée d'une menace de la Russie à laquelle la plupart des gens ne croient pas, sauf dans certains milieux proches des militaires ou proches souvent de la droite, proches de certaines lubies du passé. Donc je pense que les gens qui connaissent mieux la Russie de l'intérieur savent que la Russie a des faiblesses économiques, mais qu'elle a aussi une grande puissance et qu'elle n'a pas du tout envie de s'engager dans une guerre avec l'Occident. Et que je pense que le jour où on reconnaîtra en Occident que c'était une erreur d'avancer l'OTAN vers les frontières de l'Est, je pense que la pression, l'intention de Poutine pour faire la paix, une paix juste, se renforcera. Et d'ailleurs, il est clair que s'il y avait un référendum sous supervision internationale, sans du tout aucune influence de la Russie, je pense que la Crimée voterait massivement pour rester dans la Russie. Quant au territoire du Donbass, je pense que ce serait discuté, mais que si la constitution ukrainienne était à nouveau modifiée pour que le russe reste une langue importante à côté de la langue ukrainienne, je pense que les territoires, grande partie des territoires du Donbass voudraient rester dans l'Ukraine et que la guerre pourrait s'arrêter ainsi. Eh bien, merci. Et Monsieur Ali Khodabandeh, si vous permettez, j'aimerais évoquer la question suivante. Est-ce bien le hasard qui a voulu que ces manœuvres militaires s'effectuent en ce moment, quelques jours après l'attaque d'Israël sur Doha? Est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport entre donc la menace d'Israël de la région et ces manœuvres aussi importantes? En effet, les évolutions régionales et internationales ne sont pas sans rapport. Donc là, il y a bien sûr, dans le cadre d'un aperçu et d'une configuration générale des événements régionaux et internationaux, alors du côté de l'entité israélienne, bien sûr, son projet expansionniste et ses velléités, en effet expansionnistes, qui sont manifestes par ces frappes contre l'ensemble des pays de la région, s'inscrivent en quelque sorte dans le cadre d'un projet bien plus grand qui est ce projet de l'impérialisme occidental. Et là, justement, ce projet pourrait rejoindre en quelque sorte les velléités expansionnistes de l'OTAN.
Donc là, on pourrait dire que l'entité israélienne est en quelque sorte une sorte d'appendice de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme de l'OTAN. Monsieur Cornu l'a évoqué avec son extension vers les frontières de la Russie. Et la Russie a toutes les raisons, en effet, de s'inquiéter, de considérer justement cette extension comme une menace pour sa sécurité. Il faut rappeler, M. Tabadjour, que justement la Russie a répété à maintes reprises que pour régler le conflit, la guerre en effet, pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il faudrait s'attaquer, en effet, il faudrait éliminer les causes profondes du conflit. Et ces causes profondes, bien sûr, il faut rappeler, M. Tabadjour, que justement le coup d'État a été fomenté et surtout soutenu par l'Occident en Ukraine. Il faut souligner que c'est l'Occident, c'est en l'occurrence l'Europe, qui continue de fournir, depuis le début du conflit en Ukraine, de fournir des milliards de dollars d'armes à l'Ukraine pour justement faire la guerre contre la Russie, d'autant plus que justement alors ces causes profondes du conflit ne sont pas éliminées et la Russie affirme vouloir protéger d'une part ses intérêts, d'autre part ceux des personnes en effet russophones en Ukraine. Donc là, que ce soit dans la région, que ce soit dans la bande de Gaza et dans la région d'Asie occidentale ou encore en Europe, bien sûr, on assiste à la mise en exécution d'un projet impérialiste et expansionniste de la Russie en organisant justement avec son voisin Bélarus ses exercices militaires, bien sûr, pour d'une part, bien sûr, alors démontrer sa puissance et sa force, sa détermination à défendre ses intérêts et d'autre part, bien sûr, à renforcer sa capacité opérationnelle pour faire face à toute menace à l'encontre de sa propre sécurité. Oui, M. Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Khodabandeh à cet égard? Oui, et puis réagir aussi à la question que vous avez posée sur le lien éventuel avec les événements à Qatar, c'est-à-dire le bombardement tout à fait illégal, l'intrusion dans le ciel de Qatar par des avions israéliens, sans doute a priori avec le soutien américain et anglais. Ceci constitue une sorte de diversion et surtout pour l'armée israélienne et son gouvernement de Netanyahou avec ses ministres extrémistes, il s'agissait d'affaiblir le Qatar, d'affaiblir les moyens de négocier, car évidemment le Premier ministre Netanyahou ne veut pas d'un accord qui serait négocié via le Qatar et l'Égypte et avec le Hamas, avec une sorte de bénédiction de Trump qui aurait envie d'arrêter cette guerre dont il voit quand même quelques images et il voit toutes les destructions, il voit les gens dans la famine, puisqu'il lui-même il a reconnu qu'il y avait une famine alors que le gouvernement Netanyahou le démentait, le niait. Donc en fait c'était pour affaiblir cette possibilité de négociation et ceci est très grave. Et d'ailleurs, cela a renforcé, disons, la solidarité entre les pays du Golfe qui ont eu des tensions entre eux, puisque le Qatar a été soumis à un boycott pendant quelques années de la part des Émirats, de l'Arabie et de quelques autres pays. Et donc, il y a eu, une réaction de solidarité contre cette violation flagrante du droit international de la souveraineté de Qatar, qui a les moyens financiers de se défendre. Et j'espère qu'il se défendra un cours international de justice pour mettre en accusation l'État israélien à cause de cette agression en plein centre de zone urbaine de Qatar. Donc, comme j'ai dit souvent, en entretenant certaines guerres et cette guerre notamment en Ukraine de la part de la Russie, en fait, l'État israélien souhaite qu'il y ait un précédent d'acquisition de territoire par la force, qui est contre les principes des Nations Unies fondamentalement, mais comme Israël le fait depuis des années, depuis des décennies, il essaye d'acquérir des territoires par la force, il a annexé une partie du Golan, il a augmenté cette occupation du Golan syrien, il veut aussi
occuper toute la Cisjordanie et l'annexer, ainsi que Gaza, même si Gaza est maintenant presque à 3/4 détruite. Et donc, en fait, toute l'action israélienne est de créer un précédent d'acquisition de territoire par la force, c'est-à-dire alors que les États-Unis et les Nations Unies, et encore récemment hier, l'Assemblée générale de l'ONU, un grand nombre de pays ont rejoint l'idée de reconnaître un État de Palestine en attendant que ce soit un État membre de l'ONU, ce qui nécessite l'accord du Conseil de sécurité, donc l'absence de veto américain. Donc nous attendons ceci, nous attendons cette réunion du 22 septembre, en fait, que les choses progressent, que l'État de Palestine soit reconnu par presque la totalité des pays du monde et que des démarches soient faites envers les États-Unis pour leur montrer que leur intérêt à court terme et à long terme est de cesser ce soutien à un État dont le dirigeant est désigné comme un criminel de guerre, comme un État qui est accusé de génocide en cours et qui sera certainement d'ailleurs confirmé dès que la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice aura pris le soin de vérifier tous les témoignages qui ont été apportés. Absolument. Ali Khodabandeh, pour ma dernière question, je vous prie, j'aimerais que vous parliez avec franchise. Quel est le message, le véritable message de la Russie et de la Bélarussie de ces manœuvres, cette démonstration de force et de l'autre part, la défaillance de l'OTAN à cet égard, je vous prie? En effet, concernant le message, bien sûr, là, il s'agit d'un message fort, alors au pays de l'OTAN, que la Russie, en effet, réagira avec force et fermeté à toute menace visant sa sécurité. Mais en même temps, la Russie a souligné à maintes reprises que ces exercices ne visent aucun pays de l'OTAN. En d'autres termes, aucune agression n'est au menu, en effet, des exercices, des manœuvres conjointes de la Russie et de son voisin. Donc, mais en ce qui concerne justement les pays de l'OTAN, là, M. Cornu l'a rappelé, ces exercices pourraient en effet être une sorte de test concernant la réaction des pays de l'OTAN, mais depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, en effet, les pays membres de l'OTAN, notamment les membres européens de l'Alliance militaire, ne représentent pratiquement rien sur la scène internationale. Alors, les sanctions contre la Russie n'ont pas fonctionné, les menaces d'agression militaire non plus. La coalition des volontaires évoquée, en effet créée en mai par la France, avec la contribution du Royaume-Uni, échoue toujours à envoyer des troupes au sol pour faire face à la Russie. Et malheureusement, des pays qui aujourd'hui, des pays de l'OTAN, les pays européens en particulier, qui feignent de vouloir, de rechercher une solution pacifique, en effet, au conflit en Ukraine, en fournissant des armes à l'Ukraine, mettre de l'huile, en effet, sur le feu et continuer en quelque sorte une escalade dans le contexte, en effet, de la guerre en Ukraine, au moment où justement, pratiquement, ces pays n'ont pas réussi à s'imposer comme une force pour modifier la donne sur le terrain, M. Tabadjo. Eh bien, Ali Khodabandeh, journaliste et analyste politique, merci beaucoup pour ces déclarations courageuses, M. Khodabandeh. Merci à vous, M. Khodabandeh. Un grand merci à M. Bernard Cornu, géopolitologue et analyste politique, qui nous a accompagnés depuis la France. Merci beaucoup. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.